Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Retour à la vie de famille pour Christian Chesneau et Georges Malbruno. Les deux ex-otages ont été entendus par les services secrets sur une base du Loiret. Puis ils ont pu regagner leur domicile avec nous en direct de Montégué en forêt. Georges Malbruno, bonsoir. Merci d'être avec nous et à tout à l'heure. Le corps retrouvé hier près d'Orléans est bien celui de Muriel Reigada, cette mère de famille disparue depuis 3 semaines. L'enquête a pris un nouveau cours. Ce soir, une amie proche de la victime est en garde à vue avec 2 autres personnes. Grève tous azimuts dans le secteur public début 2005. Les 6 fédérations de fonctionnaires appellent à cesser le travail pour les salaires le 20 janvier. Le 18, ce seront les postiers. Le 19, les cheminots de la SNCF. À l'étranger, dernière ligne droite en Ukraine. À 3 jours de l'élection présidentielle, les sondages donnent 14 points d'avance à Viktor Yushchenko. Hier, la grande foule orange s'est à nouveau réunie à Kiev pour le dernier meeting du candidat de l'opposition. La mobilisation pour sauver Venise. Cette fois, les travaux sont passés à la vitesse supérieure pour tenter de consolider les fondations de la cité rongée par le sel et les marées. Enfin, voyage dans les secrets du caviar à la veille du réveillon de Noël, toujours plus cher car l'esturgeon sauvage se raréfie. Nous irons dans les caves et aussi accompagner les goûteurs. Cette fois, c'est la vraie liberté. Les 2 ex-otages français ont été entendus par les services secrets ce matin et en début d'après-midi. Ils sont maintenant totalement libres de leur mouvement. À Montégué en forêt, les habitants s'étaient rassemblés dans la salle des fêtes pour accueillir Georges Malbruno. Stéphanie Labrousse, Didier Guyot sur place. Ils ont enfin retrouvé l'enfant du pays. 124 jours que les habitants de Montégué en forêt attendaient cet instant. En fin d'après-midi, Georges Malbruno est bel et bien là, entouré des siens dans la salle des fêtes de la commune. Des retrouvailles collectives particulièrement émouvantes. J'ai beaucoup pensé à mes parents. Et ça a été dur. C'est la joie quoi, d'être là. Le bonheur du retour après 4 longs mois d'angoisse. À 16h, Georges Malbruno foulait le tarmac du petit aérodrome de Vichy. Instant de retrouvailles avec son frère Bernard, qu'il n'avait pas encore revu. 1 heure plus tard, Georges Malbruno retrouvait son père. La famille au grand complet, réunie pour partager sa joie avec ceux qui les a soutenus. C'est le plus beau cadeau de Noël que j'aurais eu de ma vie. Enfin, j'ai mal vécu, moi. Ça m'a touché. Et toujours. Enfin, je suis heureux pour nous tous. Bonheur pour tous les habitants de Montégué. On espérait ça depuis tellement de jours. C'est tout ce que je peux vous dire. On est contents. Hein. À la veille des fêtes de Noël, Montégué en forêt a retrouvé le sourire. Et pour Georges Malbruno, il s'agissait de n'oublier personne, fidèle à ces villageois qui l'ont toujours connu. Montégué a occupé une place importante. Hein. J'ai pensé à beaucoup de gens parce qu'on pense beaucoup quand on est otage et j'ai pensé à beaucoup de gens. Quoi. Et ce soir, c'est bien à Montégué en forêt que Georges Malbruno passera la nuit, loin des objectifs pour une première soirée dans l'intimité de la maison familiale. Voilà, Georges Malbruno, que nous sommes très heureux de retrouver en liberté. Merci de nous accorder ces quelques instants parce que j'imagine que vous devez être fatigué et très sollicité également. Première chose, hier on vous a découvert et tout le monde a eu ce sentiment, on a eu l'impression que vous étiez en forme, que vous étiez relativement détendu. C'était une illusion ou, j'allais dire, vous allez bien, plutôt bien. Physiquement, je vais plutôt bien parce que, comme je l'ai dit, on a pu faire pas mal de gym pendant notre détention lorsqu'on était dans des pièces assez grandes. J'ai calculé, on a dû faire 80 séances d'1 heure de gym sur 120 jours, donc physiquement ça va. Mais psychologiquement, bon, il y a un petit peu de travail à faire pour la reconstruction, quoi, mais ça va se faire progressivement. Est-ce que vous étiez libre de vos mouvements, pas attaché, on le comprend, si vous pouviez faire de la gymnastique, mais confiné dans une pièce, ou est-ce que vous avez pu sortir de temps en temps ? On était libre de notre mouvement dans une pièce dont la superficie a varié entre peut-être 8 mètres carrés et 20 mètres carrés. On a et même moins lorsqu'on a été au début dans des cabanes. Donc et alors évidemment lorsqu'on était dans une pièce assez grande, on pouvait un peu bouger, on pouvait prendre une douche et
à une reprise, 2 reprises, lorsqu'on était dans une cellule de l'armée islamique, on nous a sortis pour aller voir la télé, même une fois. On nous a sortis 2-3 fois là, pour aller voir la télé, pour aller voir le soleil, comme ça, mais pas dehors. Hein. Et puis, mais sinon, on était dans une pièce, quoi. Donc, c'était quand même la détention, mais des pièces qui étaient quand même 18-20 mètres carrés. Donc, on pouvait, là, on faisait un petit peu de gym, des abdos, des pompes, et puis on tournicotait autour de la paillasse, et puis voilà, Ouais. on parlait, on attendait, c'était l'attente, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'était ces conditions matérielles de détention ou c'était la peur? Vous l'avez évoqué hier, vous avez eu peur tout de même si ça n'a été que quelques jours, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Ah non, le plus difficile, ça a été la semaine donc, du 8 novembre, lorsqu'on a été, on a reçu des menaces sur notre vie. On est venu nous dire à tout moment vous pouvez te tuer. Donc là, ça a été pour nous une semaine d'angoisse, quoi. Vous nouez l'estomac, et là, on a envisagé. Là, c'était terrible parce que bon, à partir du moment où vous n'avez pas de menaces, bon, vous dites c'est une question de temps. Il y a des gens en coulisses, dans la discrétion, qui travaillent pour vous, et vous vous dites bon, ça va bien déboucher. Mais à partir du moment où il y a des menaces sur votre vie, là, la donne change radicalement, et vous redoutez le pire. Vous saviez qu'on travaillait pour vous, vous saviez que la France était mobilisée, vous saviez aussi qu'on montrait par exemple votre image tous les soirs dans tous les médias à peu près? Non, bien sûr que non, on ne le savait pas. On avait quelques bribes d'informations sur la mobilisation notamment des musulmans de France qui répondaient d'ailleurs à une attente des ravisseurs, mais on ne savait pas que les médias se mobilisaient. D'ailleurs, franchement, on redoutait un petit peu l'effet Liban lorsqu'il y avait tous les jours 50e jour, parce que ça pouvait aussi donner de la publicité aux ravisseurs. Donc dans notre cas, ça nous a plutôt aidé. On remercie les médias, vraiment, on vous remercie d'avoir fait ce boulot et d'avoir été à nos côtés. Ça nous fait chaud au cœur maintenant. Mais dans le règlement de ce genre d'affaires très spéciales, ça peut aussi se retourner contre nous. Mais bon, Dieu merci, ça n'a pas été le cas, et on remercie vraiment tous les confrères, et on leur dit faites très attention parce que nos ravisseurs nous ont dit ne revenez plus en Irak, c'est la terre de la guerre et on n'a pas besoin de vous ici, on veut régler nos comptes avec les Américains. Et je crois que si j'ai un conseil à leur donner, il faut faire très très attention parce que ce pays est truffé de groupes armés qui vont à la pêche aux Occidentaux, qui arrêtent dans les maisons, et on nous a dit vous avez de la chance de ne pas être par exemple avec le groupe Zarqawi parce que là vous auriez pu être tués. Donc, faites très attention les confrères. Et est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu de l'empathie ou de la sympathie pour certains de vos geôliers? Est-ce que des contacts se sont établis? La sympathie, pardon, pour qui? Pour vos geôliers, avec qui vous avez été, j'imagine, des jours et des semaines durant. Est-ce que des contacts se sont établis au point d'établir un lien de ce type-là ou pas? Du tout. Non, je ne vous ai pas très bien compris. Non, je n'avais pas de sympathie pour mes geôliers. Mais certains nous donnaient de l'information qui était fausse, d'autres nous donnaient de l'information qui, on s'en est rendu compte, était vraie, dont on a pu comme ça tracer une espèce de courbe d'évolution de la situation. Et il y avait notamment un de nos ravisseurs qui était quelqu'un qui sans doute un ancien des services secrets du régime, qui était passé côté islamiste, qui venait régulièrement, notamment pour les transferts, et qui nous donnait une information qui était enroulée dans 5 mensonges. Donc à nous de démêler le bon grain de livret et d'essayer de s'y retrouver dans ce qui pouvait se passer en coulisses, mais on ne doutait pas de la détermination des autorités françaises. On savait que la France, quel que soit le gouvernement, ne cède pas au terrorisme, mais qu'elle fait tout pour essayer d'aller chercher dans le trou ses ressortissants. Donc on faisait confiance et on se disait c'est une question de patience et la bonne nouvelle viendra tôt ou tard. 2 petites choses encore. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour vous? Qu'allez-vous faire? Et est-ce que vous allez retourner en Irak pour faire encore votre métier, ou vous dites stop, ça suffit? En Irak, ça suffit. Retourner en Irak actuellement pour moi serait de l'inconscience. Je veux dire, il y a un avant et un après. Je vais continuer de m'occuper du Proche-Orient. C'est ma spécialité, c'est une région qui me passionne. Ça fait 11 ans que j'étais expatrié dans la région.
l'heure est maintenant venue de revenir au pays, mais je vais continuer de m'en occuper parce qu'en plus, ça a été quand même une des leçons de cette détention, c'est qu'on a été immergé dans, je dirais, dans la planète Ben Laden, hein, notamment lorsqu'on était dans la cellule de l'armée islamique dans le nord. On a vraiment compris que là, eh bien, c'était pas l'agenda irakien qui motivait nos ravisseurs, c'était l'agenda djihadiste, internationaliste. Et bon, c'est vraiment, je crois, le défi des prochaines années, des 10 prochaines années, c'est quand même ce choc des cultures que préconisent, que recherchent ces gens-là. Donc, j'ai envie de continuer de m'occuper de cette région, et donc je le ferai, mais sans doute depuis Paris. C'est plus confortable. Merci beaucoup, Georges Malbruno. On était très heureux de pouvoir s'entretenir avec vous ce soir au lendemain de votre retour en France. Merci. Signalons que Jacques Chirac est reparti, lui, pour Marrakech, pour ses vacances. Jean-Pierre Raffarin, de son côté, quitte Matignon ce soir pour prendre du repos en Auvergne. Autre titre de l'actualité, je vous le disais, on s'en doutait, le corps retrouvé hier près d'Orléans est bien celui de Muriel Reigada, cette jeune femme de 33 ans qui avait disparu depuis 3 semaines. Rebondissement dans l'enquête, les policiers s'intéressent maintenant à son entourage proche. 3 personnes sont en garde à vue. Karine Komatzizi d'Enberkus. En perquisitionnant ce pavillon, les enquêteurs ont découvert hier ce trou fraîchement creusé. À l'intérieur, recroquevillé, le corps nu de Muriel Reigada. La jeune femme de 33 ans a le crâne rasé. Ce soir, on ignore toujours la date de son décès, mais on en connaît mieux les circonstances. Il n'y a aucune trace de violence sur le corps de la victime. Ils n'ont pas été découverts non plus de traces laissant à penser qu'il y ait eu une agression sexuelle. La mort serait, selon toute probabilité, due à une manœuvre d'étouffement. Il y a 3 semaines, cette jeune mère de famille sans histoire disparaissait devant son domicile sans un cri à bord d'un véhicule. Un indice pour la police qui privilégie la thèse d'une connaissance, 200 auditions, jusqu'à celle d'un collègue de travail, un intérimaire qu'elle a côtoyé quelques mois. Il n'était pas à l'aise, ils ont décidé de faire une perquisition. Et tout simplement, comme dans un film, ils ont trouvé des bijoux. Et dans ces bijoux, il y a des bijoux, il a prétendu que ça lui appartenait. Donc on a fait des vérifications tout de suite sur ces bijoux et on s'est rendu compte que c'était les bijoux, une partie des bijoux de la victime. L'homme est un escroc connu des services de police. Entendu depuis hier, il a désigné un autre suspect, une collègue de travail très proche de Muriel Reigada. Selon lui, elle aurait commandité le meurtre par jalousie professionnelle, ce qu'elle nie farouchement. À l'agence de l'eau où tous 3 ont travaillé, le directeur ne comprend pas ce qui s'est passé. Elles étaient toutes les deux, comment dire, copines, elles avaient le même âge, qu'elles gardaient des fois les enfants de Muriel. Le principal suspect devrait être déféré demain et mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de la mort de la victime. À Pau, les obsèques de Chantal Klimasewski, l'infirmière sauvagement tuée le week-end dernier lors de sa nuit de garde avec une aide-soignante. Cérémonie dans la dignité et la peine. Ses 2 enfants étaient présents, entourés par 800 personnes. Un peu plus tard, le personnel de l'hôpital s'est rassemblé dans la chapelle de l'établissement pour un nouvel hommage. L'enquête, elle, semble marquer le pas. Rappelons-le, au total, 9 personnes ont été interpellées puis relâchées. L'arme du crime, une arme blanche à lame longue, selon l'autopsie, n'a toujours pas été retrouvée. Social, l'année 2005 va donc démarrer sous le signe de la grève dans le secteur public. Notez-le déjà, il y aura 3 mouvements en 3 jours, entre le 18 et le 20 janvier. Les postiers, les cheminots et puis l'ensemble des fonctionnaires. La CGT évoque une réaction à la politique d'agression menée par le gouvernement. Céline Crespi. La 3e semaine de janvier sera chaude pour le gouvernement. La grogne des fonctionnaires débutera le 18 à la Poste. C'est à cette date que les députés examineront un projet d'ouverture à la concurrence des services postaux. Les 300 000 fonctionnaires et contractuels sont appelés à la grève par 3 de leurs principaux syndicats. Le lendemain, ce sera au tour des cheminots de protester. Ils redoutent 5000 suppressions d'emplois à la SNCF, des départs à la retraite non remplacés. Ils dénoncent des conditions de travail dégradées. Enfin, le point d'orgue le 20 janvier avec une grève dans l'éducation nationale. Dans le collimateur, le projet de loi d'orientation sur l'école, un mouvement qui pourrait entraîner les personnels hospitaliers et une partie de la fonction publique. La grogne couvait, l'échec des négociations salariales mardi avec Renaud Dutreil a mis le feu aux poudres. Les syndicats demandent toujours une augmentation de 5% du point d'indice, un simple rattrapage de pouvoir d'achat selon eux.
Autre grève, et ce sera une première, les casinos devraient fermer leurs portes le 31 décembre. Les employés réclament des augmentations. Les négociations de la dernière chance n'ont rien donné hier. Yvan Martinet, Alain Locasio. Direction le casino. Cet après-midi, pour une poignée de joueurs, c'est la Saint-Sylvestre avant l'heure. Le 31 décembre, avec la grève des salariés du jeu, ils ne pourront sans doute pas jouer, alors ils anticipent. Ne pas pouvoir venir au casino le 31, c'est dommage. Je pensais venir, oui. Mais du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Je viens aujourd'hui. Ils ont raison, parce que le casino il gagne de l'argent et il ne paye pas les ouvriers. Donc le 31 décembre, pour vous, pas de jeu? Pas de jeu. Fin des négociations. Hier soir, les syndicats n'ont rien obtenu. Parce que nous réclamons la mise en place d'un régime de prévoyance qui couvrirait tous les salariés de branche, alors qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et nous demandons également, quant au travail de nuit, que la loi soit appliquée et respectée, c'est-à-dire que les travailleurs de nuit bénéficient de compensations en termes de jours de repos et de salaire. Il lance donc cet ultimatum au patron de casino. Si aucun accord n'est trouvé avant le 31 décembre, ils feront grève ce soir-là. Les 183 établissements français pourraient alors tous être touchés. Leur recette, 1,128 milliard d'euros, risque d'être amputée d'une soirée très lucrative. Le jeu en France représente 9000 salariés, parmi eux 3000 croupiers, 3600 techniciens de machines à sous et 2400 caissiers. Selon ses dirigeants, le secteur permet à peine de faire vivre son personnel. Nous sommes arrivés aujourd'hui à cause des prélèvements, à cause d'une réglementation qui est désuète, à des rentabilités qui sont discutables puisque certains petits casinos devront vraisemblablement fermer. Pour l'heure, le froid persiste entre les deux parties et aucune nouvelle rencontre n'est prévue avant le réveillon. Encore un mot d'économie pour vous dire que les fêtes de Noël ont dopé un peu plus l'euro. Nouveau record absolu depuis son lancement, 1,35 $ aujourd'hui. Et les investisseurs s'attendent à une nouvelle progression dans les mois qui viennent en raison des déséquilibres de l'économie américaine. Énorme déficit des comptes courants et du budget. À l'Assemblée nationale, les députés ont achevé la nuit dernière l'examen du projet de loi sur les personnes handicapées. Ils ont rétabli le délai maximum de 10 ans pour les travaux d'accessibilité que les sénateurs avaient supprimés. Travaux qui auront lieu dans les établissements recevant du public, les immeubles d'habitation et aussi les moyens de transport, trains ou autocars. Et puis, il y aura aussi le financement par l'État d'une aide animalière. En clair, les chiens d'assistance, ils ne sont pas réservés aux non-voyants. Reportage Romuald Bonan, Michel Hiver. Un ordre simple de Charlotte, 9 ans, et Uska, ce Golden Retriever de 2 ans, s'exécute. Pourtant, il y a 15 jours, la fillette et le chien ne se connaissaient pas. En 2 semaines de stage, ils ont dû apprendre ensemble pour que, dans un proche avenir, le quotidien de Charlotte, handicapée moteur, soit facilité grâce à ce chien pas comme les autres. J'ai appris plein de choses. C'est-à-dire la biologie, les commandes, la psycho, tout ça. Non, assis, j'ai dit. Pas bouger. Une éducation rigoureuse que ces chiens d'assistance aux personnes handicapées commencent à acquérir dès leur 2e mois chez des familles d'accueil bénévoles à travers la France, pour au final savoir répondre à 52 ordres indispensables. Comme aboyer, mais seulement si leur maître leur demande, par exemple pour appeler au secours en cas de chute du fauteuil. Il peut ouvrir et fermer les portes, il fait les transactions chez le commerçant, parce que le fauteuil avec la personne ne peut pas accéder au comptoir, et c'est le chien qui fait la transaction. Depuis 1991, 600 quadrupèdes des centres handi-chiens ont été remis gratuitement, alors que chaque animal coûte 12 000 €. Une aide animalière qui devrait bientôt recevoir un financement de l'État grâce à une nouvelle loi. Le grand thème de cette loi, c'est le droit à compensation. D'où l'importance que l'aide animalière soit reconnue comme un moyen de compenser les incapacités aux côtés des aides humaines, des aides techniques, de l'accessibilité des locaux. En attendant, pour Charlotte, c'est la générosité d'associations de prévoyance santé qui va lui permettre surtout de gagner en autonomie. Elle va avoir envie d'être autonome et de ne pas avoir tout le temps ses parents derrière elle. Et qu'en grandissant, ce chien va pouvoir lui apporter cette assistance technique qui est très très importante. Seul oubli dans l'éducation du SCA, apprendre à supporter les cours de violon de sa protégée. À l'étranger, d'abord, ce nouveau drame de l'immigration clandestine. Les autorités espagnoles ont intercepté un bateau à la dérive au large des îles Canaries, qui servent souvent de tête de pont entre l'Afrique et l'Europe.
À bord, 13 morts et 20 autres passagers, certains dans un état grave. Les candidats au passage n'ont pas survécu au froid. Au total, 133 personnes sont mortes ou portées disparues depuis le début de l'année 2004 lors de ces traversées. L'Ukraine a 3 jours d'un choix décisif. Dernier meeting de Viktor Yushchenko hier soir. Il est donné largement favori par les sondages. Kiev, la capitale, a retrouvé à cette occasion l'ambiance des grands soirs de la fameuse mobilisation orange. Anne Poncinet, Xavier Luizet sur place. Un mois jour pour jour après le début de la révolution orange, la place de l'Indépendance a refait le plein hier pour le dernier meeting de Viktor Yushchenko. Donné favori, il a tout de même appelé ses partisans à rester mobilisés et à aller voter. Et à ceux qui craignent des affrontements après les élections, il répond que sa victoire ne divisera pas l'Ukraine. Je suis persuadé que le 26 décembre, ma victoire sera confirmée dans 18 ou 20 régions de l'Ukraine. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas parler de division en Ukraine. Dans les bureaux de l'OSCE, on se prépare à observer ces élections. En un temps record, 1000 observateurs ont été mobilisés. Les gens sont très motivés, même si c'est Noël. C'est le plus grand dispositif que nous ayons jamais mis en place. À l'aéroport, on attend encore des observateurs. Certains sont envoyés par des organisations non gouvernementales. Cet Américain a déjà suivi les 2 premiers tours. J'ai vu des cas de fraude à l'encre sympathique et aussi un cas où des milliers de bulletins ont tout simplement été jetés. Près d'une centaine de Français participent à ce dispositif officiel d'observation. Aujourd'hui, ils étaient en session de formation. Ils seront sur le terrain en repérage à partir de samedi, veille de l'élection. Et quelques heures plus tard, à Moscou, Vladimir Poutine, qui s'adressait à la presse, a mis en garde Viktor Yushchenko contre, je cite, les slogans anti-russes et sionistes entendus dans son entourage. Nous travaillerons avec le président élu, quel qu'il soit, a ajouté Vladimir Poutine. Et puis, au passage, il a confirmé aussi et justifié que les actifs du groupe Yukos appartiendront bien à terme à un géant énergétique semi-public, l'alliance de Rosneft et Gazprom. Aux États-Unis, la naissance d'un bébé prématuré de 243 grammes, à peine plus grand qu'une main. Le nourrisson est né 14 semaines avant terme, c'était il y a 3 mois. Et hier, les pédiatres ont indiqué qu'elle se portait bien et qu'elle pourrait sortir de l'hôpital dans les prochains jours. Nathalie Sapena, André Issora. Voici Roumaïssa, présentée au monde entier avec sa sœur jumelle lors d'une conférence de presse à Chicago, dans l'hôpital où elle est née. Son exploit, être le plus petit bébé du monde à survivre. Quand elle a vu le jour, il y a 3 mois, elle pesait 243 grammes, le poids d'une canette de soda. Et elle mesurait 25 cm, 2 fois moins qu'un bébé à terme. Aujourd'hui, elle pèse un peu plus d'1 kilo et pourrait rentrer chez elle le mois prochain. Ce qui compte ici, c'est vraiment le terme de la grossesse. Le bébé est né à plus de 6 mois, et même si c'est très tôt et que le poids est incroyablement léger, ne croyons pas qu'un bébé de 243 grammes est capable de survivre. C'est un cas exceptionnel. Mais ce genre de record scandalise les spécialistes français. Pour eux, la petite Roumaïssa et sa sœur risquent d'être lourdement handicapées. Elles ont déjà subi une opération des yeux pour ne pas être aveugles, mais c'est surtout leur développement cérébral qui risque d'être altéré. Aujourd'hui, il y a un consensus de raisonnable en France, même dans toutes les équipes spécialisées dans ça, qui est que les enfants de 25-26 semaines, moins de 25-26 semaines de terme, c'est-à-dire correspondant à 500-600 grammes, les enfants en deçà de ces critères ne doivent pas faire l'objet d'une prise en charge active. Uniquement, pas parce qu'on ne sait pas faire, la preuve, mais parce que le risque de séquelles nous paraît trop élevé. En France, les médecins respectent tous la même règle morale, réanimer seulement les enfants qui ont toutes les chances de se développer normalement. En Italie, la mobilisation pour sauver Venise. Vous le savez, la cité lacustre s'enfonce peu à peu. Ses fondations sont rongées par le sel et les marées. Eh bien, cette fois, les travaux sont passés à la vitesse supérieure. Dossier signé Gérard Grisbeck, Claude Ganous. C'est sûr, nous sommes bien à Venise. Le Palais des Doges, la place Saint-Marc et le gondolier. Comme dans les films romantiques. Mais parfois, la réalité est tout autre. Le gondolier a bien du mal à survivre. Les turbulences du trafic le menacent sérieusement, à tel point qu'il a fait grève à plusieurs reprises. Aujourd'hui, Roberto Lupi n'est pas d'humeur à pousser la sérénade sous le pont des Soupirs. Le passage des bateaux accroît la force des vagues qui viennent frapper sur les bords de la ville. Le résultat,
Le voilà. Sous l'eau, c'est pareil partout. Et du coup, ça menace les fondations de tous les palais. Là, c'est comme ça depuis une dizaine d'années. Et ça, c'est l'hôtel d'Anili, plein de trous. Peu à peu, Venise s'effrite. La Sérénissime est âgée, plus de 1500 ans. Elle a besoin d'un bon lifting. Les canaux sont vidés les uns après les autres, puis remis à neuf. C'est un gros programme parce qu'on va intervenir sur toute la ville et réparer à 100%. On a commencé en 97 et aujourd'hui on a fait 60% du travail. Retour à la Venise touristique, la place Saint-Marc et sa basilique, un édifice unique au monde par son mélange de styles venus d'Orient et d'Occident. Et ses 4000 mètres carrés de mosaïques qui ont 8 siècles, sur la voûte du narthex des scènes de l'Ancien Testament. Toutes ces mosaïques sont en danger de mort, pour les mêmes raisons, humidité, inondation. Ces artistes sont devenus des médecins, ils soignent la pierre, centimètre par centimètre. L'eau finit par s'évacuer, mais il reste le sel. Il sort du mur à travers la mosaïque et en sortant, il en détruit la surface. 200 jours par an, nous avons de l'eau dans l'atrium de la basilique. Cela peut aller de quelques centimètres quand l'eau est basse, à un demi-mètre quand l'eau est haute. Venise sous les eaux, presque un folklore qui amuse les touristes. La ville, elle, ne peut plus se contenter de colmater les brèches. Au-delà de la lagune, les travaux ont commencé, baptisés Opération Moïse. Il s'agit du chantier du siècle. Un plongeur guide la manœuvre. Chaque bloc de béton est posé et assemblé dans l'eau comme pour un puzzle. Résultat, une digue pour briser les vagues. Et un peu plus loin, la solution miracle, des vannes à clapets, tel un barrage qui s'ouvre et se ferme à volonté. Le chantier va durer 8 ans. On pourra alors proclamer que Venise est sauvée. Attention, si vous devez prendre la route des vacances, Bison Futé annonce des difficultés demain dans le sens des départs et dimanche dans les deux sens. Ces 2 journées sont classées orange. Et c'est l'occasion de découvrir ce nouveau dispositif testé aux États-Unis. Les automobilistes sont invités par les assureurs à installer un témoin, un mouchard dans leur voiture. Et les bonus pour les primes d'assurance sont calculés en fonction du comportement du conducteur. Pascal Golomer, Tristan Lebras. Lorsqu'Adam Gordon prend sa voiture, il ne se déplace jamais vraiment tout seul. À ses côtés, il y a cette petite puce électronique qu'il branche sur une prise destinée normalement au diagnostic du moteur. C'est obligatoire sur les voitures américaines. Mais cette fois, le capteur va espionner le conducteur. Combien de temps passé sur la route, à quelle heure, à quelle vitesse, combien d'accélération ou de freinage brusque. Autant d'informations destinées à l'assureur d'Adam pour qu'il calcule sa prochaine prime sur mesure. Avant, quand on avait des hivers rudes avec beaucoup de neige, ma prime d'assurance augmentait à cause des nombreux accidents. Parce que cette prime était calculée sur la moyenne de tous les conducteurs, même si je n'avais été impliqué dans aucun accident. Aujourd'hui, j'ai un traitement personnalisé. De retour à son bureau, il connecte le capteur à son ordinateur. Il visionne ainsi sa conduite au cours des derniers mois, minute par minute. Il n'a pas dépassé la vitesse limite, la ligne rouge sur le graphique. Il n'a pas conduit aux heures à risque, le week-end après 22 heures. La compagnie d'assurance lui transmet instantanément le rabais auquel il peut s'attendre l'an prochain, plus de 15%. Pour Adam, cela vaut bien une petite intrusion dans sa vie privée. Globalement, ça ne me pose pas de problème de fournir ces données à mon assureur. Je suis beaucoup plus inquiet sur ce que les banques savent de mes achats, de mon niveau d'endettement. La compagnie d'assurance ne propose pour l'instant cette formule que dans le Minnesota, un État très branché sur Internet, plutôt ouvert aux nouvelles technologies. 1000 clients en 3 mois pour un contrat sans risque, c'est ce que promettent ses promoteurs. C'est juste un programme de rabais que nous offrons à nos clients et s'ils refusent de nous envoyer leurs données, nous n'allons pas prendre des sanctions, augmenter les primes du jour au lendemain. C'est eux qui choisissent. Si l'expérience est concluante dans le Minnesota, les concurrents pourraient évidemment suivre l'exemple. Encore faudra-t-il convaincre les Américains d'accueillir un mouchard à bord de leur voiture. Ce n'est pas encore gagné.
En France, cette fin d'année marque le 5e anniversaire de la tempête du siècle. C'était en 1999, vous vous en souvenez, des vents parfois de plus de 200 km/h, une violence qui avait surpris tout le monde. 3 millions de sinistrés dans l'ouest et le nord, 130 millions d'arbres à terre. Nous sommes précisément retournés dans 2 forêts particulièrement touchées, à Versailles et dans le bois de Boulogne. Et vous allez voir que la tempête n'a pas eu que des effets négatifs. José Blanc-Lapierre, Jean-Louis Melin. Un lendemain de fête qui déchante. Les Parisiens ouvrent les yeux sur des scènes de champs de bataille. La capitale est sans dessus-dessous, après l'acharnement pendant la nuit de rafales de 150 km/h. En ville, le pire a été évité, mais dans les bois de Boulogne et de Vincennes, 140 000 arbres ont été détruits. Une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans. À Versailles, un arbre sur 3 a été détruit. Certains sont irremplaçables, comme le tulipier de Marie-Antoinette. Aujourd'hui, à côté du petit Trianon, un rescapé, un cèdre planté en 1772, maintenu en vie grâce à un câblage. En 5 ans, 40 000 arbres ont été replantés. Les travaux ont fourni l'occasion de redonner au parc son tracé d'origine. Finalement, la tempête a eu certains bénéfices. Cette tempête a évacué, j'allais dire en une nuit, des milliers d'arbres qui étaient devenus fatigués, dangereux et dont l'abattage nous aurait coûté absolument une fortune. Autre victime mémorable, le cirque Grus, effondré comme un château de cartes. Pas de victime, ni chez les artistes, ni chez les animaux, un miracle. On était enfermés par les arbres qui étaient couchés partout. Les arbres qui tombaient entre les caravanes. Entre ma caravane et celle de mon fils, un arbre gigantesque est tombé entre les 2 caravanes sans faire de dégâts. Aujourd'hui, le spectacle continue dans un chapiteau reconstruit à l'identique. Et ici, comme à Versailles, ce sont en partie des dons privés qui ont permis de se redresser aussi vite. L'espace dans quelques heures et après une odyssée de 7 ans, la sonde Cassini-Huygens va se diviser en 2. Un tout petit engin va aller se poser sur Titan, la plus mystérieuse lune de la planète Saturne. Elle atteindra sa surface le 14 janvier. D'ores et déjà, cette mission est un immense succès. Les scientifiques ont découvert, et vous allez les voir, des images dont ils n'osaient rêver. Nicolas Châteauneuf, Philippe Jasselin. Ces images ont été prises à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Des vues extraordinaires de Saturne, de ses anneaux et de ses 32 lunes. Un monde incroyable que tente de décrypter depuis 6 mois la sonde Cassini. Avec en ligne de mire la plus grosse des lunes de Saturne, Titan, un objet mystérieux recouvert d'une riche atmosphère orangée. Alors Titan est un corps du système solaire particulièrement intéressant parce que Titan, comme la Terre, a une atmosphère d'azote. Parce que Titan, comme la Terre, a une pression au sol d'environ une atmosphère, 1,2 exactement. Mais Titan, à la différence de la Terre, a une température de moins de 100 degrés Celsius. C'est un petit peu une Terre mise au congélateur. Que se serait-il passé sur Terre si on l'a mise au froid? Eh bien, on le voit avec Titan. Jusqu'à maintenant, l'atmosphère de Titan était si dense et si épaisse qu'elle empêchait toute observation de la surface. Mais grâce à un filtre, Cassini a pris ses incroyables clichés et la surprise est totale. On a le globe de Titan. On voit une grosse tache sombre au centre, assez découpée, et entourée d'une zone plus claire. On n'y comprend pas grand-chose. La surface de Titan semble extraordinairement plate, des dénivelés de l'ordre de 100 mètres sur des dizaines, voire centaines de kilomètres de long. Là aussi, c'est tout à fait extraordinaire. Dans les prochains jours, les scientifiques lèveront peut-être une part du voile. La sonde Cassini va larguer Huygens. Le petit module entamera dans 3 semaines une périlleuse descente dans l'atmosphère de Titan. Et pour l'instant, personne ne sait quels étranges paysages il découvrira. Les sciences, toujours avec cette première en matière de génétique. Une Américaine a payé 50 000 $ pour s'offrir un clone de son chat adoré. Cela n'a rien d'anecdotique puisque c'est la première fois que cette technique est utilisée à des fins commerciales. Jean-Daniel Flézaquier. Submergée par l'émotion, Julie ne veut pas y croire. Ce chaton de 9 semaines qu'elle tient dans ses bras est la copie conforme de son vieux compagnon mort à 17 ans. Et s'ils sont si semblables, c'est que Niki a été cloné à partir d'une cellule prélevée sur le vieux matou avant sa mort. Pour en arriver là, on a pris un ovocyte chez une chatte donneuse, on en a enlevé le noyau qui contient le matériel génétique et on l'a remplacé par le noyau de la cellule prélevé sur ce vieux Niki. L'œuf a été implanté dans l'utérus d'une chatte porteuse et 65 jours plus tard, Niki le jeune est né. C'est en février 2002 que la société texane Genetic Savings and Clone avait obtenu CC, le premier petit chat cloné.
Depuis, les commandes n'ont cessé d'affluer et Niki est la première livraison payante, 50 000 $, soit près de 38 000 €. Un commerce qui s'annonce juteux, mais qui n'échappera pas aux polémiques, car même chez le chat, le clonage avance en terrain miné. À propos de science, cette dernière image, la découverte des restes de Cana. Cana, c'est le village où, selon les évangiles, Jésus a fait son premier miracle, changer l'eau en vin. Le site se trouve en Galilée, au nord d'Israël. Des fours et des bassins utilisés pour les bains ont notamment été mis au jour par une équipe de chercheurs israéliens. Un grand classique à la veille du réveillon, la passion française pour le foie gras ne se dément pas. Au contraire, elle pousse même certains amateurs à l'accommoder personnellement. Comment le préparer, comment l'assaisonner et même, vous allez le voir, comment le découper. Dans le Gers, de plus en plus de fermes proposent des stages de formation. Anne-Sophie Chemier-Lecomte, Francis Forget. De l'oie ou du stagiaire, difficile de savoir qui est le moins rassuré. Difficile aussi d'imaginer pour ce groupe d'amis qu'après ce face-à-face champêtre, il va falloir sortir les couteaux. Le poids, on le sait. Et pourtant, quand vient l'heure de la découpe, l'entaille se fait plutôt franche. Envoyé en éclaireur, Serge manie les outils avec dextérité et pour cause. Vous faites quoi d'habitude? Je suis chirurgien. Impressionné et très attentif, le reste de la bande observe. Aiguillettes, cuisses, coups, il leur faudra quand même 3 quarts d'heure pour venir à bout de la première oie, verdict du professeur. Ça va, il y a eu pire. Il y aura certainement mieux, mais il y a eu pire. Oui, mais il y reste accroché, j'ai peur de... Après 2 heures d'hésitation, Christine se lance. Plongée dans les expertises comptables toute la semaine, elle n'imaginait pas avoir un jour à faire accoucher le foie d'une oie. Finalement, ce n'est pas si douloureux que prévu. D'accord. Il est énorme, dis donc. Oh là là, Dis donc, il est beau, hein. Superbe. En 3 ans, près de 400 stagiaires se sont succédés dans l'atelier foie gras de la ferme. Chacun aura déboursé 200 € environ pour ce week-end culinaire. Et chaque fois, une même attente. Beaucoup de gens nous le disent, quoi. Quand ils étaient petits, ils avaient des oies ces jeux, les grands-parents, tout ça. Et c'est vrai que bon, au bout de quelques années, de revenir sur une exploitation où il y a des oies, pour eux, c'est un peu retour aux sources. Fous de gastronomie, ses amis, eux, sont venus surtout pour ça. Découvrir les secrets du foie gras et repartir vers Avignon avec leur propre festin de réveillon. Toujours la haute gastronomie avec maintenant un voyage. Voyage dans les secrets du caviar, l'un des mets les plus recherchés au monde. Il est toujours plus cher car l'esturgeon sauvage se raréfie. Florence Mavic, Jean-Louis Melin. Les secrets de l'or noir. L'histoire commence dans la cave d'un traiteur parisien. Dans cette caisse, du caviar à l'état brut. C'est en avion puis en camion blindé qu'il arrive jusqu'ici. Il vient d'Iran. Il a été fraîchement pêché. C'est une pêche de printemps et d'automne 2004. Et ça représente combien d'argent, une caisse comme ça? Chez les revendeurs parisiens, c'est à peu près l'équivalent de 50 000 €. 50 000 €. Qui peut croire qu'autrefois, ces pépites, sorties des entrailles de l'esturgeon, servaient de pitance au cochon? Aujourd'hui, ce summum du luxe est analysé, calibré. Donc là, je vais creuser et je regarde si le grain se détache bien. C'est parfait. Il a ce goût de noisette en fin de bouche, il est assez long en bouche. Comme un œnologue ou un diamantaire, les goûteurs choisissent les lots qui seront mis en vente. Cette année en mer Caspienne, l'esturgeon sauvage se fait rare. Le prix du caviar atteint des sommets. Jusqu'à 5 000 € le kilo pour ce beluga d'Iran, la Rolls des caviars. Il est très beau, il est très gros et en même Et temps... si vous craquiez, comme ces amateurs, pour un atelier caviar, avec l'un des grands prêtres de la perle noire sur la place de Paris. Là, c'est le côté sensuel de ce caviar. Ossiètre, beluga, sévruga, vous saurez tout sur les différentes variétés, avec en prime des conseils pour ne pas commettre d'impair, avec la cuillère par exemple. Pas d'argent, par contre, parce que l'argent, ça noircit, ça donne une réaction chimique avec l'œuf et c'est pas bon. Donc l'argent est à éviter. Mais dans le reste, c'est pratiquement toutes les choses. Le mieux, c'est la nacre, le bois ou l'or. Voilà. Donc c'est le vermeil. Et ces petits grains de folie, il faut les désirer très fort.
C'est comme quand on était petit, on attendait les jouets à Noël. Là, c'est pareil, même quand on est adulte, et ben, c'est un petit plaisir qu'on attend, puis qu'on partage avec ou l'être aimé ou avec des amis. 20 tonnes de caviar sont vendues chaque année en France. Il n'y a pas que les papilles qui en profitent. Des marques de cosmétiques l'utilisent dans des crèmes raffermissantes. Et vous pensez que des œufs de poisson plus communs, ça ferait pas le même effet? Oh non. Une dernière chose, inutile de vous précipiter pour les soldes, les ristournes, n'y comptez pas. Un caviar bradé, ce serait une faute de goût, non? Un nouvel album pour Kyo. Si vous ne les connaissez pas, vos enfants, eux, savent sûrement de quoi il s'agit. Le groupe de rock préféré des ados avait vendu plus d'1,5 million de son dernier disque. Il a raflé plusieurs victoires de la musique. Voici donc le nouvel album, Olivier Lenuzza, Jean-Marc Nouknouk. À peine le premier clip du nouveau disque enregistré, les Kyo sont repartis en tournée promo, quelques mois après le triomphe de l'album précédent. La dernière danse, l'un des titres qui fit découvrir le groupe. Un album vendu à 1,5 million d'exemplaires qui permit à Kyo de décrocher 3 victoires de la musique. Il y a 2 ans, ils étaient anonymes. Aujourd'hui, tout a changé. Avant, nous, on était demandeurs de faire de la promo. Donc on a fait quand même beaucoup de trucs, beaucoup de showcases, beaucoup d'interviews dans les radios en province et tout ça. Donc ça représentait du travail. Là, il y a autant de travail, si c'était qu'on est plus sollicité. Pour faire connaître son nouveau disque, Kyo réalise un mini Tour de France. 5 jours, 5 villes-étapes après Lille avant Marseille. Le groupe est aujourd'hui à Lyon. Après une interprétation en direct à la radio, rencontre avec un journaliste lyonnais. En fait, un album, il y a vachement d'équilibre entre l'acoustique, l'électrique, entre l'électro et les guitares. Mon Dieu, qui je suis, j'ai laissé ma solitude, ma maison est un véhicule, sur mon passé. Leur succès en agace plus d'un. Alors les 4 copains des Yvelines veulent montrer aux sceptiques en tout cas que c'est pas un coup de chance qu'on a eu de vendre autant de disques, d'avoir ce succès et que quelque part on le mérite aussi. Pour terminer la journée, rencontre avec les fans. Je vais vous poser une question. Pourquoi votre groupe il s'appelle Kyo? En fait, on a choisi Kyo, un nom choisi en référence à un personnage de dessin animé japonais. Un petit truc. L'album précédent était intitulé Le Chemin. Un chemin qui ressemble aujourd'hui à une voie royale. Voilà, sortie de l'album mardi. Sport, voile, les premiers icebergs pour les navigateurs du Vendée Globe qui se rapprochent du pôle sud. Aujourd'hui, c'est le Benjamin de la course, Sébastien Josse, qui a percuté un bloc de glace. Ces images, elles, ont été tournées par Jean Lecam, toujours en tête, après 47 jours en mer. Football, Auxerre, dernier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Victoire hier 2-1 face à Nantes. But auxerrois signé Pierroni et Benjani, but nantais à Hamada. Une saison décidément noire pour les Canaries qui avaient été jusqu'en finale l'an passé. Les tirages au sort ont eu lieu dans la foulée. L'affiche de ces quarts de finale, c'est Lens-Saint-Étienne. Également au programme Montpellier, Monaco, Auxerre, Caen et Strasbourg-Clermont. À suivre bien sûr à partir de la mi-janvier sur France Télévisions. Fin de cette édition. En ce qui me concerne, c'était la dernière pour cette année 2004. La semaine prochaine, vous retrouverez Carole Gessler. Très bonne fête de fin d'année, la santé, le bonheur, l'amour. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, point route Julien Pascal, 20h55, une nuit sous les mers. Michel Drucker vous invite à visiter un sous-marin nucléaire. Dès 6h30 télématin, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Martin Hirsch, président d'Emmaüs. 13h, Benoît Duquesne. À 20h et tout le week-end, Françoise Laborde. On se quitte sur ces images de la belle aventure d'un adolescent handicapé de 15 ans. Et il est polonais, il a un bras et une jambe artificielle. Et il est parti il y a quelques jours avec un explorateur. Il compte atteindre le pôle Nord avant le Nouvel An. À l'année prochaine.